Qu'est-ce qui cause ça? Ben, chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie. Oui, il y a plusieurs études qui parlent de certaines hormonothérapies, thérapie ciblée, immunothérapie aussi. Évidemment, les chirurgies peuvent, au niveau cérébral, quelqu'un qui a des métastases ou des tumeurs au niveau cérébral, ben, c'est sûr que ça peut amener ça aussi. Greffe de cellules souches, c'est souvent tout le processus. Durée des traitements, donc c'est sûr que plus on est dans un processus de traitement à long terme, plus on va subir des problèmes au niveau cognitif. Traitement concomitant, ben, il y en a des chanceux d'entre vous qui, en plus d'avoir de la chimio, avaient de la radiothérapie. Dans la même journée. Oui, en plus. Donc, une modalité, c'est bien, mais deux modalités, c'est mieux. Donc, effectivement, ça augmente. On parlait de près de 64% des patients qui avaient deux modalités qui vivaient avec des troubles cognitifs induits. La fatigue, j'en parlais tantôt, mais oui, la fatigue va augmenter beaucoup les problèmes dont j'ai parlé tantôt. J'ai lu plusieurs recherches sur le sujet, mais c'est drôle, il y a des termes qui ressortent plus. Cancer du sein, les traitements pour le cancer du sein, il y a dans les molécules utilisées qui sont plus importants que pour d'autres types de cancers. Oui, tumeurs du système nerveux central, les tumeurs solides, oui, le lymphome, il y a des recherches intéressantes aussi. Ça ne veut pas dire que pour les autres cancers, ça n'existe pas, au contraire. Mais les recherches ciblent un petit peu plus ça. C'est un phénomène qui a été décrit dans les années 70, mais c'est tellement difficile à faire admettre et accepter qu'on a commencé à en parler un petit peu plus sérieusement seulement dans les années 90, fait que ça fait pas si longtemps que ça. Puis, je vais vous dire, dans les équipes de soins, là, c'est encore très, très tabou parce qu'on n'a pas trop de médicaments pour ça. Fait que, bon, on s'en occupe moins, mais c'est pourtant très important. Fait que je compte sur vous pour en parler. Comme les autres symptômes de tantôt, hein, je vous parlais, 4 à 75% des patients, c'est pas négligeable. Comment? Ah, non, je pense pas. C'est juste parce que c'est très, très difficile à documenter. Tu sais, là, une recherche scientifique pour être valide, pour être fiable, ça prend des critères scientifiques très, très précis. Fait que même si une étude a bien de l'allure, si elle ne rentre pas exactement dans le cadre, s'il y a des biais, mais c'est plus que 4%. Les stratégies, je pense que c'est la partie la plus importante pour vous. Quoi faire quand on a des problèmes? Ben oui. Puis ça vaut la peine peut-être d'avoir la présentation, ne serait-ce que pour avoir ces quelques slides de diaporama-là. Tout consigné par écrit. Écrivez. Attendez pas d'avoir oublié. Écrivez. Ça va vous enlever un stress de plus aussi. Dans la cuisine, bloc-notes, des tableaux, mettez quelque chose sur votre frigidaire. J'avais quelqu'un qui mettait des post-it dans son miroir de salle de bain. Pourquoi pas? Je trouvais que c'était une super bonne idée. Quand il y a quelque chose d'important, on écrit. Tenir un journal, je vous en parlais pour les symptômes tantôt, c'est valide pour tout parce qu'on vous pose tout le temps les mêmes questions, comme je vous disais, donc écrivez. Surlignez, utilisez des marqueurs dans vos lectures pour faire ressortir l'essentiel. Gardez vos choses toujours aux mêmes places. Moi, je suis du genre à toujours mettre mes clés là, puis le lendemain, je les mets là. Bien évidemment, je les cherche tout le temps. Mais d'où l'importance de toujours essayer de développer une routine aussi. Bon, mes clés, je les dépose là. Je ne les chercherai pas. Mon cellulaire, toujours à la même place. Mes numéros de téléphone, les coordonnées des personnes, de l'infirmière pivot, du médecin, laissez-les toutes à la même place avec votre petit cahier, votre petit journal, comme ça. Quand vous avez besoin d'appeler quelqu'un en urgence, vous avez tout à la bonne place. Ne pas faire plusieurs choses en même temps. Là, je parle aux femmes. Non, elle était trop facile. Non, mais c'est vrai. On est habitué de faire plein d'affaires en même temps. Là, oubliez ça. Ciblez une affaire, réglez une affaire, après ça, on passe à l'autre. Laissez pas quelque chose sur le feu pendant que vous parlez à votre belle-mère, pendant que... Non, une affaire à la fois. Acceptez l'aide. Je me répète, mais c'est tellement important. Aborder certaines choses d'une nouvelle façon. Tu sais, d'habitude, quand vous faites les affaires d'une façon, on développe des mécanismes, des routines. Mais là, c'est le contraire. Des fois, quand on a de la misère avec cette routine-là, pourquoi pas essayer quelque chose différemment?
ça va être une façon d'intégrer peut-être les choses aussi un peu mieux. Apprendre un nouveau loisir, pourquoi pas? Ça va entretenir, ça va vous pousser, ça va vous obliger à travailler au niveau cérébral. Faire des exercices cognitifs, oui, ça arrive. Jeux de mémoire, concentration, des jeux de connaissances, il y en existe plein dans les magasins, des petits jeux de cartes, oui, pourquoi pas, des casse-têtes, ça demande un certain travail de concentration, les casse-têtes, ça a l'air bête comme ça, mais non, c'est les casse-têtes, il y en a des très complexes. Les mots croisés, les sauts de cul, je ne sais plus, dans les journaux, maintenant, il y a des pages complètes de jeux qui aident. Prendre soin de soi. Exercice, je reviens à ça tout le temps, je suis une pro de l'exercice, c'est tellement important, même pour la concentration, la mémoire, ça va aider beaucoup. Les loisirs, en parler à vos proches. Ce qu'on vit, c'est difficile parce qu'on ne sait pas comment ça va être interprété. On a peur des fois de se sentir un fardeau. On a besoin d'aller se coucher l'après-midi, mais on ne se sent donc bien pas vaillant. Donc, c'est dur. Tu sais, on dit, mais là, je ne peux pas aller me coucher, j'ai telle chose à faire, les enfants vont rentrer de l'école, ou bien mon conjoint a besoin que je fasse le souper, je ne peux pas me coucher, tu sais. Mais en même temps, il faut vous donner le droit, ça fait partie de votre besoin de récupération. On se sent coupable de tellement d'affaires, mais ça, non, il ne faut pas vous sentir coupable de ça. Puis le fait d'en parler, d'expliquer que ça fait partie de ce qui vous arrive, ça peut aider le proche à mieux se positionner aussi. Oui. Natation pendant la radiothérapie. Il n'y a pas de contre-indication, ça dépend peut-être du site. Le problème, c'est que quand on a des marquages, quand on a des marquages de radiothérapie, quand on a la peau irritée, d'aller dans le chlore, c'est ça, ça dépend de la sorte de radiothérapie. Chaque cas est très différent. Fait que vérifiez avec votre équipe de soins. C'est ça. On s'en parlera. Mais c'est sûr qu'en temps normal, si effectivement on n'a pas de plisse, on n'a pas de problème, la natation, ne serait-ce que juste laisser flotter un petit peu, faire travailler les bras, les jambes, c'est un exercice qui est vraiment génial, même si ça demande beaucoup d'énergie pour se dire « Oh, je vais aller me faire geler. Oh, il faut que je me sèche les cheveux après. » Quand on a... Oui. Faire du sport, c'est super important. Je me souviens, pendant mes traitements de chimio, mon médecin me disait, vu que je n'avais pas de style immunitaire, il fallait que j'évite, par exemple, les salles de gym, etc. Et comment on peut trouver un équilibre? C'est juste un petit conseil pratico-pratique. Comment faire pour pouvoir faire du sport s'il faut éviter les places publiques? Est-ce qu'il faut se mettre un masque? Comment on peut... Encore pareil, un info, ils veulent pas la piscine. Ça dépend, c'est ça. Ça dépend. Il n'y a pas de cas unique. C'est sûr que je parle de la natation, mais si on est dans une période qu'on appelle le nadir, la période de vulnérabilité où vos globules blancs sont au plus bas, c'est sûr que là, c'est d'aller jouer avec le feu un peu. Fait que c'est du cas par cas. Au niveau des exercices, quand on est dans une période très aiguë, ben c'est sûr des fois, il reste le vélo stationnaire chez soi. Il reste la marche, donc sortir de chez soi. Ça peut être aussi nono et banal que monter et descendre les escaliers quelquefois chez soi. Tu sais, monter et descendre, ça peut être juste une marche. Ça peut être juste d'être assis puis de se lever tranquillement en sentant la contraction. Tu sais, on met une balle de tennis entre les genoux puis là, on force un peu. Ça peut être des exercices statiques chez soi, donc avec des élastiques. Il y a ça dans tous les centres d'entraînement où il y a ça dans le sport expert, les bandes élastiques, les petits poids, des cannes de conserve, juste pour essayer de faire bouger le corps. Il faut s'adapter, c'est sûr. Je ne dirais pas d'aller courir le marathon quand tu viens d'avoir ton traitement hier, là. Non. Mais de trouver une activité qui correspond à ta capacité. Parce que, tu sais, dans le fond, je n'ai pas parlé de la banque d'énergie, là. Non, je ne te disais pas une minute, c'est juste que c'est parce qu'avant que tu passes à ton autre point, je veux juste vous rappeler que la Fondation québécoise du cancer va faire justement des exercices avec des kinés
Fait que, allez-y, pendant que vous êtes en traitement, la fondation là, est là pour vous. Allez-y, prenez le temps. Puis après les traitements, il y a d'autres organismes qui vont prendre le relais. Nous, entre autres, à l'IMPACT, on va prendre le relais avec certains programmes qu'on favorise l'activité physique. Aline qui est ici, Aline, tu peux-tu lever la main? Allez le voir tout à l'heure. Avec la sophrologie, il va être capable, Aline, aussi de vous faire des petits exercices, de la relaxation en même temps. Écoutez, c'est adapté pour tout le monde, puis ça fait un bien fou au corps. C'est dans les endroits où est-ce qu'on est conscient que le cancer demande qu'on fasse attention à laver les portes, à ce qu'on fasse attention que les gens ont un système immunitaire des fois un peu plus faible. Fait qu'à la place d'aller au gym, peut-être aller vers des organismes qui vont faire attention à vous. Excusez, c'était ma petite parenthèse. Non, mais je suis contente que vous faites votre parenthèse. Excusez, je voulais le dire moi aussi, parce que je trouvais qu'on oubliait la sophrologie. Très important. Mais on ne l'oublie pas, Aline, on aime tellement. Quand vous parlez de l'équilibre, Tout part de là. Tout part de là. Effectivement. Puis oui, les organismes comme l'OPAC, comme la Fondation québécoise du cancer, où ils ont aussi des kinésithérapeutes, ils adaptent à vos besoins. Vous arrivez avec votre bagage, puis on adapte, on personnalise l'approche. Puis c'est ça qui est l'idéal. Tu sais, moi, je donne des grandes lignes, mais chacun d'entre vous, que vous soyez en forme, moins en forme, il faut qu'on prenne le temps d'adapter à vos besoins réels, puis à votre situation réelle. Faire des exercices, bon, cognitif, je vous en ai parlé, prendre ce que tu fais. Quand on va vraiment pas bien et que ça a un impact important dans toutes les sphères de la vie, c'est pas pire, j'achète. Quand c'est plus sévère, plus important, ben c'est encore plus important d'en parler à son médecin parce que là, ben oui, là peut-être qu'on peut demander d'être référé en psychothérapie, qu'on peut être référé comme dans Jean de Québec, à l'Hôtel-Dieu de Québec, il y a la psycho-oncologie, une ergothérapeute extraordinaire, des travailleurs sociaux qui peuvent nous aider beaucoup à cibler justement nos besoins puis nous faire travailler un peu là. Donc, ça vaut la peine d'être référé. D'aller voir son médecin encore une fois pour voir si la médication ne serait pas en cause dans notre brouillard cérébral, justement, parce que la médication, même si ce n'est pas en lien avec la chimio, ça peut être d'autres sortes de médicaments ou des médicaments croisés. Ça vaut la peine de regarder ça. Consultation, je parlais en ergothérapie, mais travailleur social, puis oui, sophrologie, il y a toutes sortes de... Comment vous dites? Kinésiologie. Ben, c'est une forme de physiothérapie, mais adaptée, en fait. C'est préventif, c'est très, très bien. C'est des spécialistes de la santé physique hein, qui vous rencontrent. Fait que le corps humain, ils connaissent ça. Rééducation professionnelle. Si vous faites un retour au travail, si vous pensez retourner au travail, ben ça se prépare. Puis il faut en parler à son employeur aussi. Il y a des employeurs qui sont plus ouverts et qui sont capables d'adapter aussi là, les postes de travail, d'adapter la charge de travail. Ils vont comprendre aussi si vous leur en parlez. Si vous n'osez pas en parler, bien, malheureusement, vous allez rester pris avec votre problème. Ils ne devinent pas. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais il y a des gens qui ne poseront pas de questions. Justement, s'informer pour connaître les ressources dans les hôpitaux, je me répète, mais c'est ça. Hein? Un problème qui est important, si le soin. Quand on a un problème, il faut trouver des solutions, puis des fois, les solutions, c'est pas tout seul qu'on peut les trouver dans son salon. Avec plaisir. J'ai parlé de quoi? De deux vies bien différentes, de savoir physio et naturopathe avec un métier d'infirmière. Ah, moi? Comment tu connais ça, c'est une vie comme ça? Ah! Je vais vous en parler. Quand ça soit le moment. OK, tout de suite après. Oui. Oui. Qu'est-ce que c'est, CIUS, là? C'est quoi les lettres? C'est le Centre intégré universitaire des soins et services sociaux. Pas pire. Excusez-moi, un petit peu plus tôt, TCC, c'est qu'un peu plus tôt dans la présentation, je parlais des thérapies cognitivo-comportementales. Donc, c'est une approche que les psychologues et psychiatres peuvent utiliser finalement. C'est problème-solution. Hein, c'est un petit peu ça. C'est pas, je ne retourne pas dans votre enfance pour comprendre pourquoi vous ne dormez pas là.
je cible sur le besoin, c'est un peu leur approche. Si vous ne connaissez pas les acronymes, posez les questions parce que Oui. on s'y retrouve pas parce que TCC, moi depuis tantôt, c'est un traumatisme crânio. Ouais, moi aussi. Mais en fait, je l'avais écrit un peu plus tôt. Ou un véhicule, tu C'est la te pire. comportant, psychomoteur. J'ai pas parlé beaucoup des proches, hein, mais je trouvais ça important de parler parce que je pense qu'il y a des proches ici dans la salle. Vos besoins sont tellement importants aussi, puis très différents des personnes qui sont atteintes de cancer. Il y a des ressources pour vous, il y a des groupes de soutien, il y a des travailleurs sociaux qui peuvent vous rencontrer spécifiquement si vous avez des besoins ciblés. Vous avez besoin d'en parler aussi. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas nommer, que vous n'osez pas partager à votre proche qui vit avec un cancer ou qui a vécu avec un cancer. Vos besoins à vous ne doivent pas être ignorés. Allez chercher du soutien aussi. Des fois, ça fait du bien d'en parler à quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui est à l'extérieur de notre réseau. Ça nous aide à nous faire une tête, comme nous autres les femmes. Mais non, n'hésitez pas à aller chercher du soutien. Il y a des choses pour vous aussi. Pour les patients aussi, que ce soit en individuel, que ce soit en groupe, que ce soit téléphonique, parce que des fois, on n'a pas l'énergie d'avoir un rendez-vous de plus quand on se tape en plus 5 rendez-vous, un taco dans la semaine, avec une résonance la semaine prochaine, puis aller rencontrer un travailleur social au CLSC en plus, pas sûr. Mais on peut le faire par téléphone peut-être. Donc, là, je vous ai mis des références, vous pourrez aller voir. Mais il y a tellement de documents intéressants là-dessus. Est-ce que j'ai réussi à vous rendre ça intéressant un peu? Est-ce que je vous ai donné des trucs? Est-ce qu'on a réussi à... Oui, un peu? Oui. Juste pour répondre à votre question. Comment je fais pour concilier ça? Pour connecter ça. En fait, le corps humain, le corps au niveau de l'esprit, la spiritualité, tout ça est lié. Dans ma vie, j'ai un équilibre. En tout cas, j'essaie d'avoir un équilibre dans tout ça. La spiritualité, pour moi, va être aussi importante que le côté physique, que le côté social. Des fois, il y a des portions qui sont plus importantes que d'autres. C'est pas toujours facile de travailler dans la détresse, puis dans les besoins, dans les problèmes, mais pourtant c'est tellement ressourçant aussi de voir avec quelle force, quelle énergie, quel courage, comment pas être inspiré de ça. Fait que quand je sors de l'hôpital le soir, moi là, je prends une bonne bouffée d'air, puis je me dis, j'ai fait ce que je pouvais aujourd'hui, puis demain je vais continuer, puis je vais encore faire ce que je peux demain. Ah non, c'était pas ça, mais j'y venais. Je vais peut-être juste finir. Comment je concilie? C'est sûr que quand j'étais thérapeute dans l'adaptation physique, massothérapeute, c'est sûr que j'étais dans le domaine plus physique. Là, j'ai mis ça de côté pour me concentrer sur les soins infirmiers, mais c'est sûr que mon bagage de connaissances me suit. Donc, ça m'aide beaucoup à comprendre physiquement. Quand vous me parlez d'un problème, je suis capable de peut-être mieux comprendre qu'est-ce qu'il y a en arrière du problème. Fait que c'est plus dans l'évaluation globale, mais non, je ne pratique plus au niveau de la physiothérapie. Le mot, c'est la réadaptation dans les deux cas. Oui! Ah, c'est ça que vous vouliez me faire dire. Merci. C'est ça. La Est-ce que la réadaptation. compréhension est adéquate? À la recherche de l'amélioration. Ouais, peut-être. Oh, je vais partir avec ça puis je vais réfléchir. Merci. Vous aviez une question? Non, mais moi, c'était plus un commentaire. Comme on a vu tantôt au début la photographie de la personne qui est fatiguée devant son miroir. Ça nous arrive, ça nous décourage quand on voit ça. Mais quand ça arrive, nous, on voit un truc, on se regarde dans le miroir, on se fait une belle grimace, on se dit on peut être encore plus laid. Est-ce que tout le monde a compris? Non, pas un peu. C'est comme, regarde, quand on a vu la photo tantôt de la fatiguée dans le miroir, là, dans ce temps-là, quand ça vous arrive, regardez dans le miroir, faites-vous une belle grimace. Vous pourrez être encore plus laid. Ça revient à dire, ça peut toujours être pire. Ça peut toujours être pire. Il y a des bonnes journées, des moins bonnes journées. Regardez pas trop loin. Apitoyez-vous pas sur la journée. Moment présent. Ça, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup aussi. Moment présent.
Moment présent. OK, hier, c'était ça. Demain, je ne le sais pas. Mon examen de la semaine prochaine, ça me stresse au bout. C'est pas arrivé. On n'est pas là. Moment présent. C'est facile à dire, mais ça s'applique. Il faut juste se le dire et se le rappeler. Quelque chose qui fait beaucoup de bien pendant tous les gens ici qui ont un cancer, c'est le yoga. Le yoga à la Fondation du cancer, c'est gratuit. Il y a des cours plusieurs fois par semaine. Puis ça va rejoindre justement spirituel, émotionnel, physique. Cognitif aussi. Oui, ça aide beaucoup. Yoga, tai chi, quand on est un petit peu plus en forme. Le qigong, souvent, je vais me reculer. Souvent, oui, puis pour ceux qui ont accès au centre de jour de la maison Michel Sarrazin, il y a une panoplie de ressources aussi bien intéressantes. Art-thérapie, oui, c'est vrai, ça nous fait décrocher, ça nous... Tout le monde qui dit « je sais pas dessiner, je pourris, je peux pas faire un bonhomme à l'allumette, on s'en fout, c'est tellement pas ça. » Puis moi, je vais à la Fondation québécoise du cancer pour faire de l'art-thérapie, puis c'est tout le processus qu'on fait, là, puis le soutien, l'introspection, les échanges qu'on a, c'est extraordinaire. Le soutien par les pairs. Les masseurs. On peut recevoir des massages. Oui, à la Fondation, moyennant des frais un peu, mais c'est tellement loin de ce que ça coûte en réalité. Une fois que vous avez fini le traitement, ben, le pack est là pour poursuivre avec Calibre, notre masseur. J'aime ça dire masseur parce qu'il déteste ça, c'est un massothérapeute. Bon, mais moi non plus, j'avais pas ça. Mais merci beaucoup. Oui. 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 Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, poussez pas trop. En fait, il faut trouver un équilibre aussi. Parce que, vous me corrigerez si je me trompe, mais quand on est épuisé, fatigué, vidé, tous les vocabulaires sont là, de se faire dire, ben non, t'es pas fatigué, viens t'en go. Des fois, ça fait en sorte peut-être qu'on se sent peut-être moins reconnu dans ce qu'on a, mais en même temps, il ne faut pas non plus, effectivement, à l'inverse, apitoyer et dire, oh, pauvre petit, t'es fatigué. Non, exactement. Je pense que ça fait du bien d'en parler, effectivement. Être entendu. C'est dur. Oui. Souvent, on parle d'un stress énorme, justement, parce que, comme aidant, comment on doit se positionner, mais effectivement, c'est difficile d'être là, d'être témoin, puis d'être impuissant. L'impuissance, c'est un des grands mots là qu'on... Mais effectivement. Oui. C'est juste une suggestion en parlant d'être entendu. C'est que moi, en arrière, on a de la misère un petit peu à entendre les gens quand ils parlent. Oui. Je ne sais pas de mettre le micro pour qu'on entende bien. Ah, Ou bien répéter ce que la personne vient de dire. Parfait. Qu'est-ce qu'on a dit? Une aidante naturelle qui se demandait justement, est-ce que c'est correct que je normalise à la personne qui est atteinte de cancer? Oui, je comprends, tu es fatigué, tu es très fatigué. Ou ce que vous disiez, c'était... Est-ce que c'est correct de toujours lui dire? Ben, je pense que oui, c'est important de dire que vous percevez, mais pas nécessaire. Tu sais, de respecter son rythme aussi. Mais c'est correct de pousser un peu, mais trouver un équilibre aussi. Je pense qu'il faut qu'on se laisse. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez